On dit souvent que l'avenir appartient aux jeunes, mais il semblerait que de plus en plus il appartienne aux vieux. C'est une tendance irréversible. D'ici 2040, un Européen sur 4 aura plus de 65 ans. En Belgique, on dit que ça pourrait même être 1 sur 3 d'ici 2050. Jamais dans l'histoire on n'aura compté autant de personnes âgées, de retraités et aussi peu de jeunes actifs de l'autre côté. La fameuse pyramide des âges, j'allais faire ça mais du coup non, la fameuse pyramide des âges inversée que moi j'ai vu à l'école quand j'étais gamin et qui ne s'est pas vraiment réglée entre temps. Le phénomène est assez simple à comprendre, hein. On vit de plus en plus longtemps, on a des soins de santé meilleurs, les gens vivent plus longtemps, mais par contre de l'autre côté ils font moins d'enfants, les systèmes familiaux évoluent, les gens font moins d'enfants, ils sont plus carriéristes, maman, papa travaillent, faire 4-5 enfants ça devient quand même compliqué. Donc le nombre de naissances a chuté, en Belgique ça a été d'ailleurs un des pires, 2024 a été la pire année depuis 1942. Je ne suis pas 100% sûr de mes chiffres, mais c'était ça que j'avais noté l'autre fois pour une autre vidéo. 108 000 naissances de tête et le pire chiffre depuis presque 100 ans, enfin 80 ans. Donc c'est quand même assez catastrophique. Et le vieillissement, c'est pas juste une question d'âge, c'est aussi un bouleversement économique, une transformation du consommateur moyen. Les entreprises vont devoir s'adapter parce que le consommateur moyen, d'accord, c'est le trentenaire, c'est celui entre 25 et 50 ans, on va dire, allez, qui est dans la population active, qui a son salaire et qui va consommer. Derrière, quand on est une personne âgée, on consomme un petit peu moins. Eh bien, l'économie est en train de se transformer. Plein de secteurs apparaissent et sont en expansion. J'aimerais t'en parler dans cette vidéo. Ça va aussi être un défi, évidemment, pour les finances publiques, les États, les pensions, les réformes, les machins. On est bien d'accord. Sauf que ces nouvelles personnes âgées sont bien différentes de celles du passé. Ici, ce sont des vieux qui voyagent, qui ont des loisirs, qui vont faire des croisières, etc. Pas tous, hein, malheureusement, mais ce sont des personnes qui consomment. Et donc, le consommateur moyen va être évolué. La santé, bien sûr, sera impactée. Donc, des ETF et des placements sur la santé peuvent profiter de ça à l'avenir. Mais tu vas voir ici dans cette vidéo qu'il y a d'autres choses à réfléchir. On appelle ça le silver lifestyle, c'est-à-dire le fait que les retraités, beaucoup de retraités aujourd'hui, sont en bonne santé, disposent d'un certain temps libre et d'un certain capital par la même occasion, avec un certain pouvoir d'achat. Donc ils voyagent, ils consomment, ils n'hésitent pas à dépenser pour leur confort et leur sécurité ainsi que leurs loisirs. Un exemple frappant, c'est le secteur du vin, puisqu'il se trouve que la consommation atteint son pic entre 60 et 65 ans, souvent des bouteilles plus chères, de meilleure qualité et beaucoup plus d'argent dépensé dans ce secteur. Pour les investisseurs, cette transition démographique ouvre une nouvelle thématique, donc on appelle, je l'ai dit, la silver economy, et qu'on pourrait attaquer via des entreprises en stock picking, acheter des actions en faisant un pari sur cet avenir, ou de l'autre côté via des ETF, des fonds cotés en bourse qui permettent d'acheter en quelque sorte des lots d'actions. Mon job ici, c'est pas de te réexpliquer tout sur les ETF, hein. J'espère que tu sais un peu comment ça fonctionne. Sinon, n'hésite pas à taper Goteco ETF critères, tu retrouveras des vidéos explicatives, mais retiens qu'en gros, c'est des lots d'actions où on est exposé à plusieurs entreprises selon une thématique ou un indice généralement. Petit disclaimer. Aucun conseil en investissement, aucune recommandation d'achat, de vente ou de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas un fiscaliste ou un expert de l'investissement, un simple petit père de famille investisseur en bourse en Belgique dont je te partage un petit peu mes réflexions. Ça reste des vidéos de YouTube de divertissement. Tu dois faire tes propres recherches. Investir comporte des risques de perte en capital, notamment ici particulièrement avec les ETF thématiques qui sont assez dangereux. Certains les détestent, hein. Il y a des investisseurs purement passifs, notamment sur les réseaux, qui vont te dire non, surtout n'achetez pas ça, c'est horrible. Et d'autres qui vont te dire finalement le stock picking c'est dangereux, acheter des actions une par une c'est compliqué, c'est dangereux, on peut faire beaucoup d'erreurs. Prendre que des ETF en passif c'est un peu plus responsable et au milieu se trouvent parfois certains ETF thématiques. Encore faut-il les analyser correctement pour ne pas acheter n'importe quoi. Donc ça dépend des personnes, c'est pas à mettre entre toutes les mains, on est d'accord. Et on se retrouve sur le site Just ETF. Il y a différents sites, différents outils comme ça qui permettent d'analyser les placements. Moi, j'aime bien ici Just ETF pour les ETF. Il est franchement assez bien fait. Quand on descend ici, on peut chercher des ETF à thème. Dans ces thèmes, nous allons retrouver, nous allons retrouver ici en bas les ETF sur le thème du vieillissement. Dans ce thème, nous avons 2 indices et 2 ETF seulement. Le truc, c'est que je te l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir d'autres ETF, par exemple sur la santé ou des choses ainsi, qui vont profiter de cette histoire de vieillissement et de cette transition démographique vers un nouveau type de consommateur.
Donc ici, on nous dit un petit peu le speech que je t'ai fait tout à l'heure et on retrouve nos deux ETF. L'un est capitalisé à 8 millions d'encours sous gestion. C'est extrêmement faible. On va quand même aller regarder à quoi ça ressemble, mais généralement pour un ETF, on dit qu'il est à peu près fiable à partir de 100 millions d'encours sous gestion. Idéalement, quand on est un peu plus sage, on va vers des ETF qui ont plus de 300 millions d'encours sous gestion. Donc le premier est plutôt dans ces critères. Derrière les ETF, je peux te dire que ils sont généralement entre 0,10 et 0,50 de frais. Donc ça, c'est les frais annuels, le TER, Total Expense Ratio, qu'on te prend chaque année sur le montant de ton investissement. Dans les banques, c'est du 2-3%, donc c'est énorme. Ici, on est sur généralement du 0,10 à 0,50. 0,40, 0,55 de ce que je vois ici, c'est assez cher. Sauf que ce qu'on voit sur les sites internet, c'est rarement la vérité. On doit aller vérifier ensemble la vérité sur ces frais, parce qu'il y a parfois des frais cachés. Je vais te montrer comment voir tout ça, c'est aussi l'occasion. On a deux ETF ici qui sont en capitalisation. Ça veut dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis puisque dans les entreprises, il y a des dividendes, certaines en versent et donc ils vont être réinvestis dans l'ETF, le faisant gonfler. Ils sont en Irlande, c'est plutôt positif si tu es investisseur belge. Derrière, au niveau de la méthode de réplication, on est sur un échantillonnage optimisé. On va aller voir ça et ici une réplication complète. Donc là, il achète vraiment les actions de l'indice et de ce côté-là, il échantillonne, donc il n'achète pas toutes les actions de l'indice, mais juste les principales qu'il juge les plus importantes. Derrière, allons voir donc d'abord ce premier Van Eck Medical Robotics. En fait, il n'est pas vraiment sur le vieillissement, j'ai l'impression. Il nous dit Van Eck Medical Robotics and Bionic Engineering. Ok, il est UCITS, donc ça veut dire qu'il respecte toute une série de normes que j'ai déjà présentées sur la chaîne, mais en gros, c'est un bon point. Il y a 25 positions, donc c'est assez peu diversifié. Et évidemment, c'est plus que si tu achetais une ou deux entreprises en stock picking, mais là, 25 pour un ETF, c'est pas beaucoup. Décembre 2022, donc il n'est pas tout jeune, il a déjà 3 ans presque, et seulement 8 millions. Donc ça, c'est plutôt un mauvais signe, tu vois. Un gros ETF populaire, quand il sort, tu vois, il a 1 an, il a déjà 50 millions, peut-être 100 millions, parfois plus. Donc là, 8 millions sur 3 ans, c'est pas un énorme succès, on est d'accord. Et je ne vais pas passer beaucoup plus de temps dessus puisqu'il ne respecte pas certains critères de base. Si toi, il t'intéresse, je te mets les codes ici en description pour que tu fasses ta petite analyse. Je vais aller voir le deuxième parce qu'en plus, ce Van Eck n'est pas complètement dans le thème, j'ai l'impression. On arrive sur le iShares Aging Population. Lui, par contre, il a l'air de beaucoup plus travailler sur notre thème du vieillissement de la population. 338 positions, c'est déjà beaucoup plus correct en termes de diversification, c'est beaucoup. 338 positions, c'est même très honnête. Il est en échantillonné, je l'ai dit, c'est pas marqué ici. Il est en physique, non, c'est pas marqué, mais on l'a lu, il était en échantillonné, ça veut dire qu'il ne prend pas toutes les 338 actions, mais que certaines, on va aller voir ça ensemble. Il est physique, il les achète vraiment, ce qui est plutôt pratique pour éviter ici une taxe Reinders potentielle. En Belgique, au niveau du TER 040, c'est à vérifier. Juste ici, nous avons le plus important, le document KID. Tu peux le retrouver aussi sur le site de l'émetteur. Si tu prends simplement le code ISIN qui est là, d'accord, tu prends le code ISIN, tu vas le mettre dans Google et tu vas retrouver le site de BlackRock avec iShares et tu vas retrouver cet ETF ainsi que ce fameux document à jour si jamais celui-ci n'est pas à jour, mais je pense qu'il a l'air plutôt honnête. 10 avril 2025, donc ça va. Tu vois, ça ne change pas non plus toutes les 5 minutes. Ok, je descends, on est à du 4 sur 7, donc 1, 2, 3, 4, c'est un risque plutôt honnête. C'est comme un MSCI World, donc un ETF monde classique. Un ETF SP500 aussi est en risque 4. Risque 5, c'est par exemple le Nasdaq, ETF Nasdaq que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne. On nous dit ensuite ici qu'on peut espérer période de détention recommandée 5 ans, ça c'est toujours pareil. Et on nous met un petit tableau qui nous propose une estimation des gains qu'on pourrait avoir basé sur le rendement passé des actions. Le truc c'est que ça reste un tableau et on fait dire ce qu'on veut à des statistiques, c'est assez simple. Ici, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, mais ça te donne une idée générale de si c'est quelque chose qui a performé dans le passé ou pas, même si les performances passées ne présagent pas des performances futures. Donc, sur 1 an, c'est moins intéressant parce qu'en tant qu'investisseur en ETF, tu as souvent envie de garder plus longtemps. Sur 5 ans, on te dit qu'avec 10 000 $ investis, tu serais à 4 500 dans le pire scénario, si tout se casse la figure. Donc, évidemment, on prend quand même assez cher, mais on garde la moitié de notre investissement, c'est plutôt honnête. Ensuite, si on a 10 000 $ investis, après 5 ans, on pourrait se retrouver jusqu'à 16 000. Donc, prendre quand même une plus-value intéressante. Le truc ici, c'est que en fait, on parie sur une tendance à long terme. On essaie d'être en avance sur une tendance à 5 ans, 10 ans, 15 ans,
etc. Donc évidemment que là tout de suite cet ETF n'aura peut-être pas eu les meilleures performances, c'est logique. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire la promotion de ce type de placement. Je présente ici une belle histoire et des systèmes d'ETF. À toi de faire tes recherches et ton propre avis. Si tu galères un petit peu à créer ou à améliorer ton portefeuille, que tu es en manque d'ETF, je te propose un e-book gratuit sur mon site. C'est le premier lien en description, GoTeco Store, et tu pourras télécharger cet e-book sur les 10 portefeuilles d'investisseurs célèbres avec la pondération, etc. et plein de petites astuces sympathiques et de petits apprentissages sur l'investissement en bourse. On continue ici, donc on est à 0,40 de frais, ce qui est quand même assez élevé, et tu vois qu'ici on a 0,04% de frais supplémentaires pour les coûts de transaction qui ne sont pas apparus sur le site de base. Donc on est bien à 0,44 pour cet ETF, ce qui n'est pas une dinguerie. Il y a des ETF un peu thématiques comme ça qui sont souvent plus chers puisqu'il y a moins de volume et donc ils sont souvent à 0,50, 0,60 voire plus. Et ici 0,44 ça me paraît plutôt honnête puisque ce serait une petite ligne dans un portefeuille. On ne va pas mettre tout son argent là-dessus, mais ce serait pas complètement ridicule. On revient en arrière. Qu'y a-t-il maintenant dans cet ETF? Au niveau des positions, on voit ici Phoenix Financial, Robinhood Markets, Vikings Holding, ok, UBS, d'accord, Expedia. Ben, ce n'est pas beaucoup des entreprises que je connais hein, et elles sont à un faible pourcentage. Tu vois, c'est très diversifié. Souvent, dans les gros ETF, par exemple les Nasdaq, SP500 et compagnie, tu vois des entreprises qui sont à 4, 5, 6% de l'indice parce qu'elles sont très importantes, elles ont un gros poids. Ici, les entreprises ont un poids plutôt faible. Au niveau des pays, tu vois qu'on est à moitié sur les États-Unis, mais on est aussi sur le Japon, la Grande-Bretagne, la Suisse, l'Australie, le Canada, etc., la France et sur un peu tous les pays du monde. Donc, c'est pas ridicule d'un point de vue diversification puisqu'on a des entreprises un petit peu partout. Encore faudrait-il creuser et voir un peu ce que valent chacune de ces entreprises individuellement. Tu peux regarder sur ce site-ci, hein, mais tu peux aussi les copier-coller dans Google et aller faire tes petites recherches ou pourquoi pas avec ChatGPT pour avoir quelques idées. Mais ici, par exemple, on est à 8 000 millions de capitalisation boursière, donc 8 milliards. Ben, c'est vraiment pas dégueu quand même pour une entreprise et plein d'informations, etc. Mais bon, je ne vais pas partir là-dedans pour le moment. Tac, tac. Ce que je voulais regarder ensuite, c'est ici au niveau des informations générales. Donc, nous sommes sur du physique échantillonnage optimisé. Là, on le retrouve. On est en long. Ça signifie que l'ETF, il va suivre le marché. On ne va pas shorter, on ne va pas parier sur la baisse. Shorter le marché, c'est vraiment pas un truc d'investisseur long terme. Derrière, on est en USD. Ça, c'est pas forcément problématique. Le développement durable, oui. Donc, si c'est tes convictions, ben, c'est peut-être un point positif aussi pour toi. Et la volatilité ici sur un an, c'est 13%. C'est ça que je voudrais aller voir évidemment. C'est la performance de cet ETF qui ici sur 5 ans, donc on a démarré en 2021, donc un peu moins. En 2021, si je regarde plus loin, en maximum, on a commencé cet ETF en 2017 à peu près, tu vois, en 2016, et il était à 4 $ la part, c'est pas cher. Et sur presque 10 ans, ici, ouais, sur presque 10 ans, il a pris 74%, ce qui est plutôt honorable. C'est moins que les gros indices classiques, donc pour faire ça, hein, c'est pas ouf, mais ça reste positif, ça reste, voilà, un petit coup d'opportunité par rapport à d'autres ETF où tu te dis, ben, j'ai peut-être un peu moins gagné qu'ailleurs et je pourrais gagner beaucoup plus s'il y a une envolée spectaculaire. C'est ça le pari hein, des ETF thématiques, encore une fois. Pas à mettre entre toutes les mains, va voir mon disclaimer. Le crack du Covid, ensuite ça remonte assez rapidement, ça stagne et ça profite ici des hausses en 2024 et 2025. Donc ça suit relativement le marché et on est à 7,80, on était ici à 4,10, donc c'est pas finalement ridicule hein, comme performance. Bon écoute, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps et je pense que tu as compris l'essentiel du message ici et du thème. Il y a plein d'autres ETF qui ne sont pas des ETF sur le thème du vieillissement mais qui profiteraient de ce système-là. C'est une réflexion économique qu'on peut avoir en tête, je pense. Je pense aussi qu'il faut t'abonner si ce n'est pas déjà le cas et que tu es resté jusqu'ici, ce serait invraisemblable. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.